BFM Business, BFM Crypto, le club. BFM Crypto, le club comme tous les jours à 16h35 avec aujourd'hui Frédéric Montagnon. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes ingénieur, président d'Ariani Business Angel et en charge de la commission NFT à l'ADAN. On rappelle, c'est l'association pour le développement des actifs numériques. Valentin Demey également qui est avec nous de Cryptost. Et puis on a également le plaisir d'accueillir Amaury de Tonquédec, journaliste BFM Business, main très importante dans l'émission de BFM Bourse. Vous nous aiderez dans un instant à décrypter un petit peu tout ce qui se passe sur l'écosystème crypto. Mais avant, c'est Laurent Pignon qui nous attend depuis Zone Bourse. Bonjour et bienvenue Laurent Pignon. Merci de nous accompagner afin de nous éclairer un petit peu là sur les niveaux techniques. Alors il y a un instant, on était avec Valentin Nicot de Bourse Direct, avec une séance donc très prudente à la Bourse de Paris. Comment ça se passe aujourd'hui sur les cryptos ? Eh oui, bonjour. Effectivement, le Bitcoin, lui, de son côté, gravite toujours encore autour de ses plus hauts niveaux sur l'année 2023, sans donner de direction claire. Il navigue actuellement autour des 28 232 $. Alors, si on prend un petit peu de recul, le Bitcoin se retrouve finalement sur le plan macroéconomique un peu entre deux eaux. D'un côté, on a une banque centrale américaine qui n'a pas d'autre choix que de cesser de relever les taux directeurs pour relancer l'économie, et c'est finalement historiquement favorable pour la progression du Bitcoin. Mais de l'autre, on a quand même l'inflation qui est toujours là. On a maintenant la flambée du pétrole qui pourrait justement alimenter cette inflation. L'emploi est en train de ralentir aux États-Unis, des données économiques qui ralentissent et on a des signes avant-coureurs de récession. Donc voilà, dans ce contexte, il n'est pas forcément facile d'anticiper comment va réagir le Bitcoin à moyen terme en fonction justement de l'évolution de ces curseurs macroéconomiques. En revanche, plus concrètement, on peut noter un afflux d'argent frais sur le réseau Bitcoin. Si on regarde le pourcentage de Bitcoin qui ont été acquis au cours des 30 derniers jours par rapport à l'ensemble des Bitcoins en circulation, eh bien ce pourcentage qui correspondait à 6,5% avant la chute de la Silicon Valley Bank le 10 mars, se retrouve désormais à 11%, ce qui témoigne d'un retour des capitaux à court terme sur le réseau Bitcoin. D'un point de vue technique, le Bitcoin doit bien évidemment dépasser ce seuil autour des 28 500, 29 000 $, autour duquel il gravite depuis un bon moment. Par la suite, il faudra repasser au-dessus du prix psychologique des 30 000 $ et s'y maintenir durablement, ce qui démontrerait d'un côté vraiment la force et le soutien des acheteurs sur le Bitcoin. Et puis dans l'autre sens, c'est la zone des 26 500, 27 000 $ qui a fait plusieurs fois support au cours de ces 2 dernières semaines, et repasser en dessous durablement signalerait un retour de la pression baissière. Merci beaucoup Laurent Pignon. Désolé d'avoir écorché votre nom tout à l'heure, analyste chez Zone Bourse. Et donc ça se passe très bien pour le Bitcoin qui est toujours au-delà des 28 000 $. On est toujours avec nos 3 invités, Frédéric Montagnon, Valentin Demey et donc Amaury de Tonquédec. Valentin, intéressant de regarder tout ce qui se passe dans l'écosystème, avec notamment la Banque de France qui envisage la création d'un KYC. C'est combien ? Désolé. KYC. Exactement. Merci d'être là, de me rectifier pour tout ce qui concerne la DeFi. Exactement. C'est un gros sujet qu'on connaît depuis un bon moment sur ce plateau qu'on traite plusieurs fois ici, tout ce qui touche à la finance décentralisée, à la DeFi, mais on a un nouveau nom qu'on pourra utiliser désormais, c'est finance désintermédiée, puisque c'est le terme qu'utilise la Banque de France dans le cadre de ces travaux qu'on a pris connaissance en début de semaine. Ils utilisent cette nuance, non pas de la finance décentralisée mais désintermédiée, parce qu'ils accusent une partie de la finance justement décentralisée de ne pas l'être, d'être désintermédiée. Pourquoi ? Parce que il y a de trop nombreuses personnes qui détiennent un trop nombre de tokens qui pourraient donc permettre de prendre la main sur la gouvernance de ces protocoles. Donc on peut percevoir effectivement sur certains actifs, sur certains protocoles, qu'il y a effectivement peu de gens qui maîtrisent finalement la gouvernance du protocole. Donc on comprend l'enjeu de désintermédier plutôt que décentraliser. Mais par contre, l'envie de mettre un KYC, donc Know Your Customer, donc c'est-à-dire de demander à tous les clients et à toutes les personnes qui utilisent ces protocoles de donner leur identité à travers, par exemple, leur carte d'identité ou tout autre passeport, eh bien c'est d'autant plus, complexe à mettre en place, et 2, difficile à surveiller, parce que, justement, ça ne pourrait se mettre que sur certains sites
qui permettent d'accéder aux outils de la finance décentralisée. Vous avez reçu ici Marc Zeller de AAV. C'est des contrats intelligents. Étienne, on en a beaucoup parlé ici. Je ne vais pas refaire tout le sujet des contrats intelligents et de la capacité à faire cette finance, mais on ne pourrait le mettre que sur un site web et non pas sur les services derrière le site web. Donc il y a une problématique de mise en place et une problématique aussi de compréhension de la part de la Banque de France, même si c'est vrai, certains de ces protocoles sont liés à peu de gens derrière qui effectivement décident, et c'est pas forcément très décentralisé, mais quand même il faut faire attention à la manière dont on veut le cadrer, sachant que ce n'est pas encore appliqué dans les réglementations qui sont discutées au niveau européen, le fameux MiCA Marketing Crypto Asset. Donc pour l'instant la Banque de France elle envisage, mais ce n'est pas acté, c'est pas encore fait. Non, elle envisage, et surtout encore une fois c'est uniquement pour la France en l'occurrence, alors que Marketing Crypto Asset, MiCA c'est le règlement européen, sachant encore une fois, Étienne, on en a parlé hier, mais qu'il y a une réglementation en pleine et entière pour la finance décentralisée qui devrait voir le jour dans les prochains mois. Peut-être qu'il faut attendre que l'Europe se prononce et que la France ne fasse pas un pas de travers sur ce sujet-là. Frédéric Montagnan, comment vous voyez ce sujet ? Alors un petit peu de loin, parce que c'est pas exactement mes sujets à moi, mais je pense que d'une manière générale, aujourd'hui, les réglementations sont discutées à Bruxelles. Ce sera assez logique en fait de respecter cette façon de faire. Moi j'ai l'impression que dans une temporalité de 5 à 10 ans, la totalité des infrastructures vont passer vers des technologies qui sont alors distribuées, décentralisées, on les appellera comme on voudra. Mais d'un point de vue technique, elles apportent énormément de valeur parce que c'est plus de fiabilité, plus de capacité d'auditabilité. Et ce serait bien qu'on se les approprie beaucoup plus. Alors plus on met des barrières à l'entrée et plus on met des handicaps pour les adopter et pour les utiliser, et plus on risque de prendre aussi du retard. Donc il y a une espèce d'équilibre à trouver, un curseur à placer. Et c'est vrai que ce serait mieux que ce soit pan-européen plutôt qu'une spécificité française qui pousserait des acteurs à partir. Ouais, exactement. Et justement, en parlant d'Europe, la semaine dernière, le Parlement européen a voté une loi, un texte, pour proposer de nouvelles règles pour l'écosystème crypto, et notamment sur les NFT. Les NFT, eux, seraient concernés. Qu'est-ce que ça changerait, vous, de votre position des NFT par rapport à l'ADAN ? Alors la difficulté, c'est de bien faire comprendre quels sont les usages des NFT. Les NFT, c'est pas forcément des instruments financiers. Un NFT, c'est un très bel outil technologique pour représenter de la donnée utilisateur et pour représenter la propriété de cette donnée. Donc ça va dans le cadre d'un mouvement qui est celui du Web3, qui consiste à permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle sur leurs données. Donc il faut être très sensible sur ces sujets-là, parce que d'un côté, on essaye de se détacher, de reprendre la souveraineté numérique de nos données, que ce soit des entreprises ou des utilisateurs, face aux GAFA, face aux grosses plateformes. De l'autre côté, il ne faut pas non plus mettre trop de handicap à permettre ce mouvement-là, parce que c'est un écosystème qui est naissant, donc très fragile, et c'est important que les régulateurs comprennent bien que oui, il y a des applications financières, elles sont assez marginales quand il s'agit des NFT, même si ça fait des beaux titres quand on voit du trading de NFT avec des prix spectaculaires. La réalité, c'est que les NFT sont beaucoup utilisés pour représenter de la donnée, des preuves de propriété qui n'ont rien à voir avec tout ça, et qui pour le coup en termes d'application donnent des profondeurs qui sont beaucoup plus intéressantes et participent à permettre à des entreprises de se transformer numériquement et de se rendre indépendantes des grosses plateformes. Ce serait un problème de définition alors, ça veut dire que pour vous c'est avant tout un outil avant d'être un titre financier? Oui, pour moi, c'est un peu comme on passe du papier à quelque chose d'autre. Et puis, avec ce papier, on fait des tas de choses. Alors, on peut faire des contrats pour des outils financiers, on peut faire des titres de propriété pour des objets, pour tout un tas de choses. Il ne faut pas oublier que c'est d'abord un support avant d'être une destination. Et après, il y a certaines personnes de la réglementation qui pourraient vous répondre « Oui, mais c'est quand même, il y a des NFT qui peuvent avoir une valeur très importante, donc nous, on considère ça comme un titre financier. » Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? C'est peut-être plus simple en fait de vouloir réguler les usages plutôt que la valeur, l'outil en lui-même, parce que les outils avec du métal, on fait des marteaux, on fait des voitures, on fait plein de choses, et si on veut réguler la base finalement, la technologie elle-même, c'est toujours beaucoup plus compliqué parce qu'on se prive de certaines applications en faisant ça. Et Valentin, jeudi dernier, on a eu un vote à l'Assemblée nationale de la loi sur les influenceurs crypto. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, là où on en est maintenant, aujourd'hui ?
Alors oui, alors ça fait le rebond effectivement sur la thématique des NFT, puisque dans ce cadre de la loi qui a été en première lecture à l'Assemblée nationale adoptée, il y a l'exclusion des NFT, donc c'est pour ça, Amaury, que vous en parlez certainement. Sur ce point-là, on va voir comment le Sénat prend le relais sur ces questions. Effectivement, le texte a quitté l'Assemblée nationale jeudi, il va au Sénat. Si le Sénat... C'est classique, on commence à comprendre aujourd'hui avec les différents allers-retours de l'agrément et de l'enregistrement renforcé qu'on a traité. Il y aura une commission mixte paritaire, donc de 7 députés, 7 sénateurs. On l'a vu aussi avec les retraites. On va le voir en tout cas. Et donc tous ces sujets-là seront intéressants à traiter parce que ça peut impacter une partie de l'écosystème crypto, ça peut impacter une partie de l'écosystème de l'information, et on verra à ce moment-là où est-ce que se place le curseur. C'est toujours une question de curseur. Frédéric l'a très bien annoncé et détaillé aujourd'hui. Faut peut-être pas le mettre trop loin parce que sinon ça fera plaisir à d'autres personnes sur la planète, parce que tous ces mondes-là sont désintermédiés et décentralisés, donc ça ne s'arrête pas aux frontières d'un pays. Et en même temps, il faut protéger les consommateurs d'une autre part, donc le curseur sera placé au bon endroit, Amaury. Et notamment, vous travaillez pour un média d'information crypto, Web3, qui s'appelle Cryptos. Oui. Comment vous, en tant que média spécialisé dans cet écosystème-là, vous voyez ce genre de loi, de projet de loi? Est-ce que vous vous sentez menacé par ça? Ça menace effectivement tout un tas de... En fait, ça menace de deux manières, c'est l'écosystème. La première menace, elle est très simple, elle est liée au chiffre d'affaires des entreprises qui émettent de l'information. Parce que, pour rappel, si on tombe un peu rapidement sur ce sujet-là, il est question d'interdire la communication rémunérée du secteur des actifs numériques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain une plateforme souhaite faire parler d'elle dans des médias ou dans des organes d'influence, vous recevez aussi Asher sur ce plateau plusieurs fois par mois, ça sera plus possible. Donc il y a une problématique de chiffre d'affaires de ces organes-là. Cryptos, c'est un média qui emploie une vingtaine de personnes, donc c'est sûr que si on nous prive de notre secteur d'activité pour faire de la publicité, des articles publics rédactionnels qui sont marqués, qui sont référencés, comme le fait BFM, sur de la publicité, mais sur un secteur très précis, puisque nous, notre secteur d'activité, c'est les actifs numériques, donc de perdre l'entièreté de notre CA, ça sera plus compliqué. Donc il y a cette problématique numéro 1. Puis la problématique numéro 2, c'est-à-dire de prendre le problème dans l'autre sens. La chaîne de valeur n'est pas impactée qu'à la fin, sur lequel ce serait par exemple Cryptos dans votre exemple-là. On aurait du coup là aussi toutes les plateformes qui ne pourraient plus parler de ces sujets et donc ne plus avoir l'accès à des clients puisqu'ils n'auraient plus la possibilité de connaître l'existence de ces plateformes-là. Donc il y a deux enjeux. Et puis il y a l'information. Il y a aussi un enjeu informationnel. Attention, les plateformes qui sont des escrocs pourraient continuer de parler d'elles-mêmes et de remonter sur Google. Et là, il n'y aura plus personne pour leur dire aux clients de faire attention. Donc il y a 3 gros problèmes. Mais encore une fois, le Sénat s'empare de ces sujets-là. Ça a peut-être été difficile jusqu'à présent, puisqu'il n'y a pas d'exemption sur les 2 sujets dont je viens de parler. L'idéal serait d'exempter les entreprises enregistrées. Il y en a 70 aujourd'hui en France qui sont enregistrées PSAN. L'enregistrement PSAN permet déjà de protéger les consommateurs et de justement mettre des cadres à la publicité des entreprises et puis aussi d'exempter les entreprises qui ne rentrent pas dans le cadre du PSAN et de la loi Pacte qui a été votée en 2017. Par exemple Ledger qui n'a pas à avoir le PSAN et qui est quand même autour des sujets crypto et qui devrait pouvoir continuer à faire de la publicité. Donc c'est ces 2 sujets. Le Sénat à la main va réceptionner le dossier dans quelques temps. On verra ce qu'il en est. Et après, quid aussi des entreprises qui ne sont pas basées en France, c'est toujours pareil. C'est comme par exemple sur des sujets de fiscalité. Vous avez beau mettre la loi que vous voulez en France. Si au final il y a un cadre qui est plus intéressant ailleurs, on a des entreprises qui vont fuiter, tout simplement. Il y a un enjeu de souveraineté. Il y a un enjeu de souveraineté sur tous ces sujets-là. Il y a un enjeu aussi de cohésion, que ce soit réglementaire, parce qu'encore une fois, je viens de l'expliquer, il y a déjà des garde-fous qui sont présents et en même temps d'envie du gouvernement. On rappelle que Jean-Noël Barrot, notre ministre du numérique, est très actif sur ces sujets et a compris les enjeux du Web3 pour la France et pour tout ce qui touche à nos emplois et à ce que ça peut représenter en Europe. Et Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, elle l'a aussi compris et souhaitait encore il y a quelques semaines faire de la France le phare de l'Europe sur ces sujets crypto, Web3, finances décentralisées. Donc voilà, il y aura effectivement cet aspect-là qui rentrera en compte. Mais encore une fois, le Sénat réceptionne le dossier et on verra s'il y a une avancée positive. J'en ai l'espoir en tout cas. Amaury. Je crois qu'il y avait d'autres actualités à traiter aujourd'hui. Oui, il y avait pas mal d'actualités. Je ne sais pas si vous avez un mot à rajouter par rapport à tout ce cadre et puis cette loi sur les influenceurs, mais on peut également parler de Euler Finance. Alors, on parle beaucoup de l'Euler Hermès, mais ce n'est pas Euler Hermès, c'est Euler Finance. On en avait parlé avec vous, je crois, Valentin Demey, Cryptos, il y a quelques semaines, avec violation du fil du protocole, quasiment 200 millions de dollars qui, se sont
comment on peut dire, évaporés, oui. Et puis là, le problème c'est qu'ils se sont évaporés, mais là ils reviennent. Alors c'est ça qui est assez marrant, quoi. C'est le cycle de l'eau, effectivement. Désormais, il y a alors, on va faire en 2 étapes. Effectivement, il y a eu ces 200 millions qui ont été piratés, qui ont été hackés du protocole Euler Finance, qui est un protocole de finance décentralisé, qui était pourtant très audité et qui faisait partie de ceux qui étaient les plus sérieux. Bon, il y a eu une faille informatique, ça arrive dans beaucoup de sujets, et là c'était sur un protocole de finance décentralisé. Bon, pour faire très simple, effectivement, il y a eu toute une communauté de personnes qui se sont mis à rechercher les flux, puisque les blockchains sont transparentes et auditables. Donc même si on ne sait pas, Étienne, que l'adresse qui se termine en 45 est la vôtre, on peut savoir ce qu'elle contient. Et donc il y a tout un jeu de ce qu'on appelle l'OSINT, donc de recherche d'informations publiques, qui ont été faits par plusieurs personnes sur les réseaux, et même Chain Analysis, qui est une entreprise américaine qui permet de repérer ces flux et d'essayer de comprendre ce qui se passe sur les blockchains pour retrouver qui c'était. Et en fait, a priori, le hacker a été pris, il a retrouvé la raison, pris de rancœur, il a renvoyé l'argent en comprenant les enjeux que ça ferait, parce que c'est pas parce qu'on est dans la crypto qu'il n'y a pas la réglementation qui rentre en compte. Encore une fois, c'est pas le Far West, ce n'est plus le Far West, et donc il y a eu des grosses sanctions. Il y en a déjà eu. Donc l'argent est retourné à 5 millions près sur les 200 millions dans les caisses de Euler Finance, qui a pu rembourser l'entièreté des personnes impactées. Donc une histoire qui finit bien, parce que c'était le 3e plus gros hack de la finance décentralisée. Merci beaucoup Valentin de nous avoir donné les titres donc sur ces actualités, donc que ce soit sur Euler Finance et puis aussi donc sur la Banque de France qui réfléchit à un petit peu regarder, réglementer ce qui se passe autour de la DeFi. Amaury, on est toujours avec nos invités, Frédéric Montagnon, ingénieur, président d'Ariani Business Angel, et puis également en charge de la commission NFT à l'Association pour le développement des actifs numériques. Oui, et Frédéric, vous faites beaucoup de choses, mais vous êtes principalement président et fondateur d'Ariani depuis 2017. Ariani, développeur français de solutions Web3, qui propose des solutions clés en main pour la transition des entreprises vers le Web3, notamment à travers des solutions de NFT qu'on a abordées tout à l'heure, l'actualité NFT au niveau de la réglementation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quels sont vos clients et qu'est-ce qu'ils viennent vous demander concrètement? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de faire cette transition vers le Web3? Ouais, alors de plus en plus, on a tendance à éliminer en fait tous ces mots-clés qui sont compliqués, qui sont mal compris, pour se concentrer sur la proposition de valeur. Le sujet central, c'est un sujet de souveraineté numérique pour les entreprises et pour les clients, pour les utilisateurs. Nous, on veut participer à ce mouvement qui consiste à vouloir redonner la main face à des plateformes, face à de la centralisation, à des entreprises et à des utilisateurs. Il y a plusieurs chemins pour ce faire. On peut imaginer créer des nouvelles applications et dire tiens, on va lancer un WhatsApp décentralisé, un Facebook décentralisé. Donc ça, il y a des entreprises qui sont dessus ou des projets même complètement ouverts qui sont sur ces sujets-là. Nous, on pense que ça c'est limité finalement cet impact-là parce que ma mère n'ira jamais se poser la question de savoir si elle doit utiliser WhatsApp ou pas. En revanche, on pense qu'il y a une autre façon de travailler sur ces sujets-là et de redonner de la souveraineté, c'est en travaillant sur les flux financiers. Et donc de savoir finalement qu'est-ce qui finance aujourd'hui ce web trop centralisé dont on a envie de sortir, qui est celui des grosses plateformes. Eh bien, c'est la relation client en fait. C'est-à-dire c'est les budgets des marques, des entreprises, et ça rejoint le sujet qu'on avait à l'instant, c'est comment faire connaître son produit. Les marques, elles payent pour ça, pour pouvoir toucher des consommateurs. Nous, on veut réinventer justement cette manière pour les entreprises de gérer la relation client et de faire en sorte que cette relation puisse être faite de manière non intermédiaire et en respectant plus les données des utilisateurs, donc finalement ses clients. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on développe des technologies qui permettent à des marques en particulier de créer ce qu'on appelle des passeports numériques pour des objets ou des cartes de membres sous forme de NFT. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si, lorsqu'on achète un produit, en plus d'avoir le produit physique, on rentre en possession de ce passeport numérique sous forme de NFT que je vais conserver par exemple, ou vous allez conserver sur votre téléphone mobile, eh bien en faisant cette transaction, en s'envoyant finalement depuis la marque vers un client final, ce NFT qui représente la propriété d'un objet, on a créé un canal de communication direct entre nous. Et ce canal de communication, il n'a pas besoin de faire intervenir des données personnelles. Ça peut, mais c'est pas obligatoire. Ce canal de communication, il va passer de main en main tout au long de la vie de l'objet. Donc, si c'est un objet qui doit faire l'objet qui doit être un cadeau ou qui est revendu sur un marché secondaire et qui passe de main en main. Tout est tracé, quoi.
En fait, oui, c'est surtout au-delà de la traçabilité, c'est surtout le fait qu'à un instant donné, celui qui possède l'objet, il a aussi son passeport numérique, comme on a un passeport pour un individu, et que ce passeport va passer de main en main tout au long de la vie de l'objet, et donc permettre de créer ce lien entre la marque et son client de manière pérenne et permanente. Lorsqu'on fait ça, en fait, on permet de réinventer complètement la relation client. En plus de ça, on permet de faire rentrer les marques de manière native dans l'univers numérique. Jusqu'à présent, les marques, elles étaient très en périphérie de l'Internet. On les autorisait de temps en temps à avoir des interactions avec des clients à condition de payer, et pour pouvoir remonter dans des flux d'informations et dans des formats qui sont très contraints. Et tout à coup, on leur permet d'avoir une relation directe, d'inventer complètement le monde digital dans lequel elles ont envie d'immerger ou de créer la relation avec leurs clients, ce qui est une façon complètement nouvelle d'envisager la relation client. Donc nous, on est effectivement dans un sujet de transition, de transformation numérique. Et cette transformation numérique, c'est le passage d'environnements extrêmement centralisés sous forme de plateforme à un environnement dans lequel on reprend complètement la souveraineté de ces données, qu'on soit une entreprise, un client. Et on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, notamment de ChatGPT, et il y a pas mal d'études qui montrent que justement ça menacerait potentiellement des emplois, mais aussi la souveraineté numérique. Comment est-ce que le Web3 concrètement pourrait aider à bénéficier des bons côtés de l'intelligence artificielle, mais réduire les mauvais côtés, à atteindre une sorte de juste milieu? Bon, le pont n'est pas évident, donc je vais prendre mon élan pour le faire. Clairement, oui. On arrive à un moment, c'est intéressant le lancement de ChatGPT, parce que tout à coup, on se rend compte que, d'une part, toute cette donnée qui existe sur Internet, elle est traitée par des algorithmes dont on ne sait rien. Et puis tout à coup, elle permet de générer un texte. Et on voit apparaître des informations dans ces textes dont on peut se demander d'où elles viennent. Bon, ça c'est la première chose. Donc ça permet de réaliser, de se rendre compte, probablement pour la première fois pour la plupart des gens, que finalement, le fait d'avoir centralisé tant de données, d'avoir des endroits avec des corpus si importants, ça permet d'avoir une connaissance très très fine sur tout un tas de choses. Et c'est révélé par ChatGPT. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte aussi qu'avec $20 par mois, on peut produire autant de contenu tout seul qu'un groupe média en entier. Peut-être même plus. Alors des images, du texte, etc. Et quelque part, j'ai envie de penser que assez rapidement, la valeur du contenu sera de zéro si elle n'est pas reliée à un émetteur. C'est-à-dire que si on ne peut pas savoir d'où vient ce contenu, cette image, ce texte, ce sera difficile d'avoir une confiance importante dans ce qu'on lit et dans ce qu'on voit si on n'est pas capable de savoir d'où ça vient. Et là, quelque part, ce Web3 qui est l'Internet de la valeur, qui est aussi l'Internet de la propriété, connecté avec ces nouveaux usages et probablement de nouvelles interfaces à inventer, va permettre de donner une traçabilité vers des identités qui, même si ce sont des pseudonymes, même si c'est des pseudos, des entités anonymes, parce que ce sont des profils qui ont une valeur, qui sont représentés par des actifs numériques et qui portent quelque part une valeur qui est une valeur soit marchande, soit de réputation, mais quelque part, mettre quelque part, comme on le dit dans la crypto, at stake, c'est-à-dire mettre en jeu sa réputation au travers d'actifs numériques pour donner quelque part une origine à du contenu. Probablement que c'est la manière dont on pourra se sortir de ce problème de l'envahissement de contenu généré par des IA. On a fini malheureusement. Je suis désolé Amaury, je suis désolé Frédéric, c'est un débat passionnant, mais le temps imparti est écoulé. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Frédéric Montagnon, ingénieur, président d'Ariani Business Angel, et puis vous êtes aussi en charge de la commission NFT à l'Association pour le développement des actifs numériques. Et puis on était également avec Valentin Demey qui nous a éclairé sur les dernières actualités, directeur des contenus à Cryptost, et puis Amaury de Tonquédec qui nous accompagnait aujourd'hui afin de nous aiguiller un petit peu sur tous ces sujets.